RCF, la joie se partage. Nous vous emmenons à Saint-Martin-la-Plaine, au parc zoologique, et nous avons une chance exceptionnelle, celle de vous emmener en visite avec Pierre Tivillon, qui il y a 50 ans a créé, avec son épouse Eliane, ce parc. Il nous a confié quelques secrets. Il nous a expliqué en particulier comment le parc était né, le travail formidable au cours de ces années. Et puis, vous le verrez avec, comme il dit, ses gamins, des singes, des lions, plein d'animaux. Il nous racontera aussi la belle aventure de Tonga, qui recueille depuis maintenant plus de 10 ans des animaux qui sont en mauvais état. Le parc, c'est son bébé, c'est son enfant, c'est sa vie. Il y vit 24 heures sur 24 depuis des années et des années. Et on a vraiment de la chance qu'il ait accepté de partager ce moment avec nous. Il nous a quittés en nous disant il faut que je descende parce que c'est 18h et à 18h, ils m'attendent. Je vais aller donner à manger à mes gamins, comme ils disent. Je remercie vraiment Pierre Tivillon et je remercie aussi Jean-Marc Chazot et Noélie qui nous a aidés à réaliser ces images. C'est un moment exceptionnel qu'on est en train de vivre et on est heureux vraiment de le partager avec vous. Avec Pierre Tivillon, c'est un moment incroyable. Il fait frais, c'est la fin de la journée et tout le monde est apaisé, tout le monde est tranquille, Pierre. Oui, mais là, il n'y a pas de souci. Bon, il a fait une belle température pour eux aujourd'hui. Bon, il y a eu pas mal d'écart aujourd'hui, alors il y avait plein de bruit, mais ça y est, tout le monde est rentré à la maison. Donc voilà, maintenant c'est la fin de la journée et tout va bien. Voilà. Alors, présentez-nous un petit peu cette petite famille, parce que c'est une vraie petite famille maintenant. Ben oui, c'est une petite famille, heureusement. On travaille pour ça. Et surtout, nous avons réussi à pouvoir mettre ces deux femelles ensemble. Donc, le Digit que nous avons élevé et qui a toujours vécu toute seule. Alors, Digit, c'est votre petite. Depuis... Elle a quel âge maintenant? 19 ans? 18, 19 ans? Non, elle a 23 ans. C'est pas possible. Oui. Et sa maman, celle-là ne rajeunit pas. Sa maman, c'est la plus âgée de tout le parc. Elle a 45 ans. Voilà. Et puis donc, on a séparé Gypsy du papa pour qu'elle élève tranquillement son bébé. Voilà, le bébé maintenant va avoir il a eu 19 mois. Et donc, nous les avons mis toutes les trois ensemble. Et alors, depuis 2 jours, nous avons observé que la petite femelle venait jouer avec Digit. Alors, c'est bien de s'en occuper Digit. Et puis, ce que nous espérons, bien sûr, pour l'avenir, c'est qu'on puisse intégrer le mâle avec ces 3 femelles. Ça ferait déjà une belle petite famille. Parce qu'évidemment, il y avait une expérience malheureuse. Le mâle, il est jaloux, quoi. Non, mais... Il peut être jaloux, il ne se rend pas compte. Bon, le mâle a pris le bébé et il a couru dans la structure un peu trop vite. Et le bébé a heurté un bois avec sa tête et il est mort de cela. Alors bon. Allez, oui. Allez, viens. Alors, 19 mois... Donc c'est bien parce que c'est une petite femelle. Vous savez, on est toujours à la recherche de petites femelles parce que des mâles, il y en a suffisamment. On a actuellement quand même 2 mâles qui sont tout seuls. Le frère de Digit et de Gypsy. Et voilà, donc c'est jamais agréable de voir un animal seul. Ils sont faits pour vivre en famille. Mais il n'y a pas de femelle disponible en Europe. Alors bon, il faut attendre. Vous les appelez vos gamins et votre gamine? Oui, un peu, oui. Un peu. Digit, c'était votre gamine, je me souviens. Vous l'avez oui, mais comme ça. C'est toujours notre gamine, il n'y a pas de mystère. Donc tous les soirs, par exemple l'avant-hier soir, il faisait très chaud. On a laissé la porte ouverte du couloir. Et finalement, avec Eliane, nous sommes endormis, ça devait être plus de 10 heures. Et notre fille n'était pas rentrée à la maison. Comment? Je ne sais pas à quelle heure elle est rentrée. Mais dans la nuit, on a entendu qu'il dormait près de nous. Bon, ça va. Tout va bien, tout va bien. Donc ça, c'est... l'histoire de votre histoire, Pierre, parce qu'elle démarre il y a 50 ans. Oui. Quelle aventure, oui. Quelle aventure, ouais. Quel souvenir, je vois aux yeux qui brillent, parce que plein d'émotions. Non, mais évidemment, 50 ans, c'est une vie. Je ne pensais pas qu'on pourrait tenir comme ça si longtemps et tout. Bon, ça s'est bien passé. Alors bon, la majorité des gens, quand ils arrivent à 60 ans, ils disent « Oh, bon, j'ai assez bossé, maintenant je fais rien ». Mais je ne m'imagine pas m'arrêter. Quand je pense ce qu'on a construit en 20 ans, ce qui s'est passé en 20 ans, ça m'aurait vraiment embêté, et je suis poli, de regarder ça à travers ma télévision. Non, je n'ai pas envie de m'arrêter. Enfin, il y a des gens qui ont nécessité d'aller au restaurant, d'aller au théâtre, d'aller faire de la marche, d'aller faire du ski, d'aller se baigner.
Ça, royalement, ça c'est une chose qui m'emmerderait profondément. Donc je suis très bien à travailler ici. Et puis voilà, enfin écoutez où on est. On écoute l'eau qui coule derrière nous. Quelques cris d'oiseaux. Qu'est-ce que les j'aille faire ailleurs qu'ici? Non, on est bien ici, il faut y rester jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est 50 ans avec votre épouse, parce que c'est aussi une belle histoire. Hein. Oui, alors il est sûr que à deux, c'est plus facile que tout seul. Hein, et puis, nous sommes ensemble depuis 63 ans, donc ça va déjà un bail quand même. Hein, et donc, voilà, mais c'est bien, nous sommes deux. Et puis, ça permet... On a besoin d'être deux pour faire quelque chose, parce que nous sommes complémentaires. Par exemple, moi qui ne pars jamais du parc, je ne sais pas comment je vivrais sans ma femme. Je ne suis jamais allé m'acheter un vêtement, je ne suis jamais allé... Il m'arrive de rester 6 mois sans la rive de Gier. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Vous vivez ici, vous vivez au milieu, et depuis toujours finalement. Et on a Au départ, nous avions toujours notre appartement à Saint-Martin, et puis après, nous avons construit une maison là, dans le parc, que nous n'avons jamais habitée, parce que quand on a fini de construire la maison, on a eu des gîtes. Donc on l'a gardé près de nous, et ce qui était notre bureau, c'est devenu la pièce où Digit entrait tous les soirs. Et comme elle a dormi 18 ans dans notre lit, voilà, nous avons installé un lit là où il y avait le bureau. Puis voilà, nous vivons très sommairement, mais c'est très bien comme ça. Alors votre vie quotidienne, vous dites en riant, je suis là 7 jours sur 7, je travaille entre largement 10 heures par jour, les jours où vous n'en faites pas trop, l'hiver. Oui, non, alors c'est vrai que cette année, j'ai dû abandonner des choses. D'autre part, je n'ai plus une équipe comme j'avais auparavant pour faire de la construction. Alors pour la première année, eh bien, nous avons pris une entreprise pour faire les constructions des bâtiments. D'autant que les bâtiments, nous les faisons de plus en plus grands. Les contraintes administratives, la sécurité, tout, ça devient tellement compliqué que là, nous avons une entreprise. Le parc, il a commencé tout petit. Ah bah oui, et puis, à force d'intelligence, de courage, de persévérance, eh bien, oui, vous avez développé ce concept qui est pas simplement présenté. Mais quoi que ce soit, moi, le parc, je ne l'imaginais... Quoi que ce soit, nous n'aurions pas pu imaginer que le parc allait vivre avec des entreprises pour nous aider. Nous n'avions pas les moyens d'avoir des entreprises. Par exemple, la grande serre des Gorilles, qui fait 2000 m², nous l'avons construite à 3. Nous avons mis 4 ans. Mais nous ne pouvions pas aller plus vite. Nous n'avions pas les moyens financiers d'assumer un tel investissement sur des délais très courts. Donc, au fur et à mesure que nous avons eu des moyens, nous avons avancé. Et puis voilà. Et puis, aujourd'hui, on a de la chance d'avoir plus de visiteurs, plus de monde, plus de moyens. Donc, nous pouvons maintenant prendre des entreprises pour nous aider. Comment l'aventure a commencé? Pourquoi avoir dit je vais ouvrir un parc? Premier animal que vous avez eu, c'est quoi? C'était quoi vraiment le point de départ de cette aventure formidable? Alors, le premier animal que j'ai eu, c'est pas ici au parc. Parce que vous savez, avant, moi je me suis mis à mon compte en 65. J'ai créé un établissement horticole parce que j'avais fait un apprentissage en apprenant à faire des légumes. Et puis finalement, j'ai créé un établissement horticole et on a ouvert avec ma femme, on n'était pas mariés à l'époque, mais nous étions de vieux fiancés. Et nous avons créé un magasin de fleurs à Saint-Martin. Mais très vite, dans les serres, j'ai recueilli des animaux. J'ai recueilli des animaux, un gars qui avait détruit un nid de tourterelles pour les manger. Puis quand il s'est aperçu qu'elles étaient trop petites, il me les a amenées. J'ai récupéré des faucons cresserelles. Enfin, voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis, en vivant auprès de ces animaux, j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose d'assez formidable, cette relation qu'on pouvait avoir avec des animaux dits sauvages. Et ça m'intéressait, je me disais, ça serait bien qu'on s'occupe de ces animaux. Mais il y avait une chose qui était pour moi indissociable de tout ça. Ok, on s'occupe d'animaux, on ne fait pas de commerce. On n'élève pas des animaux pour les bouffer ou pour les vendre. Vous savez, moi, les gens qui me disent « Ah, j'élève des chiens, je les adore et tout, mais dès qu'ils ont 6 mois, 2 mois, je les vends. » C'était vraiment sauver les animaux, c'était un petit peu ça. C'était pas sauver les animaux à l'époque, on n'avait pas cette conception-là. C'était s'occuper d'animaux sans faire du business. Et des professions qui permettent cela, elles ne sont pas nombreuses. Et donc l'idée, en voyant les parcs zoologiques autour de nous, je me suis dit, mais
On est capable de faire ça. En plus de ça, on va vivre grâce aux visiteurs. On n'est pas obligé d'élever des animaux pour les vendre à un gugus qui a un carnet de chèques. Donc là, c'était très bien. Et c'est comme ça que ça a commencé. Dans 3 semaines demain, nous fêtons les 50 ans du parc. Et tout à l'heure, des collaborateurs m'ont montré un film de 11 minutes qui retrace le 50 ans. On a retrouvé des images quand j'avais 50 ans de moins. Bon, j'ai pris un bon coup de vieux quand même. Et donc, regardez, ça c'est ma fille aussi, ça. Elle est magnifique. Ça c'est Thaïs. Ça c'est une petite chimpanzé qui a 7 ans, que sa maman n'a pas élevée. Arrête, sa maman n'a pas élevée, alors c'est nous qui l'élevons. Mais elle passe plusieurs heures par jour avec nous. Tous les matins, elle vit avec Eliane de 7h30 à 9h. Après, bon, elle vient dans cette cage-là. Et puis là, maintenant, bientôt, tout à l'heure, vous allez faire des images d'elle, vous verrez, ça sera plus sympathique. Et donc, nous restons avec elle et nous la gardons jusqu'à 8h, 8h30 tous les soirs. Voilà, donc je m'en occupe aussi pendant 1 heure. Et tous les jours, en début d'après-midi, je rentre chez elle, lui mettre à manger. Et c'est une bestiole adorable qui vous prend par le cou, qui vous fait des bisous. Qu'est-ce que vous avez pas envie Vous craquez, quoi. Vous n'avez pas envie de faire du business. C'est sûr. Toutes les installations qui ont été construites les 10 premières années du parc, on les a toutes démolies. On va parler du parc. Alors, la superficie, c'est de combien? Alors, quand nous avons ouvert le parc au public, nous avions 3 hectares. Aujourd'hui, le parc on fait 12 hectares et avec ce qu'on vient d'acheter, eh bien, on a 20 hectares maintenant. Voilà. Donc, ça occupera un peu les gens pour le futur. Et puis quelques mots donc, sur l'endroit magnifique où on est. Alors là, on a l'impression d'avoir quitté notre continent. On voyage. Grâce à vous, déjà, on voyage. Et quelques mots. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est quand même présenter les animaux dans de bonnes conditions. 1, pour le bien-être des animaux. 2, pour la satisfaction des visiteurs. Car si le parc vit, aujourd'hui, j'ai 50 salariés. Donc, c'est 50 salaires tous les mois, en plein été. Donc, il faut satisfaire un maximum de personnes. Or, voir des animaux derrière une grille, derrière une vitre, bon, c'est parfois ennuyeux. Alors, quand on peut avoir des animaux sympathiques comme des oiseaux, eh bien c'est facile de les présenter au public. Donc voilà, on a fait cela pour que les gens se trouvent immergés dans la volière, puissent faire des photos avec les oiseaux qui sont à côté d'eux. C'est mieux. Et quand on remonte un petit peu plus haut, alors là, on est carrément au milieu des petits animaux qui viennent gambader partout. C'est assez génial. Alors, les plus petites antilopes du monde. D'accord. Et alors, de collègues d'autres parcs zoologiques, puisque maintenant, ça marche comme ça. C'est très important. Il n'y a aucun animal qui vient de la nature. Les animaux que nous avons ici sont tous nés en parc zoologique, sauf les 2 mamans gorilles qui ont 45 ans et 43 ans, qui elles viennent de la nature parce que leur famille avait été tuée pour être mangée et elles ont été recueillies et on nous les a confiées. Mais tous les autres animaux qui sont là dans le parc sont nés en parc zoologique. Et les animaux rares, comme par exemple la petite antilope dont je vous parlais, eh bien, il y a un coordinateur qui tient un registre et il va nous dire vous voulez des lits? Ok, j'ai un mâle de disponible la semaine prochaine ou dans 6 mois. Et je vous mettrai telle femelle qui vient de tel endroit. Et tout ça, ces animaux sont mis ce qu'on appelle en prêt d'élevage. Il n'y a pas de commerce, ni quand ils arrivent, ni quand ils partent. Ce sont des prêts d'élevage pour favoriser la reproduction. On pourrait nous dire aussi, comme on l'a vu par exemple pour les cerfs du prince Alfred, là-bas, au départ, on ne nous a mis que des mâles, pour nous montrer un peu comment ça se passait. Et puis, ça libérait des mâles qui étaient en surnombre dans des eaux. Et quand, au bout de quelques années, eh bien, on nous a laissé un seul mâle et on nous a mis des femelles. Et maintenant, ça reproduit. Donc voilà comment sont gérés les animaux en parc zoologique. Alors, c'est très important parce que ça explique aussi finalement qu'ils soient parfaitement adaptés à leur environnement. C'est leur chez eux. Quoi que ce soit, les animaux qui sont chez nous sont nés en parc. Ils ne connaissent pas la nature. Ils seraient incapables de se débrouiller dans la nature. Vous savez, parfois des gens bien intentionnés disent « Ah, mais ces pauvres bêtes en cage, il faut les mettre dans la nature. » Ouais, c'est une bonne idée. Alors je leur dis « Mais nous sommes en France, nous pourrions mettre des loups, des ours et des lynx en France. » Oh ben non. Je ne sais pas si vous avez vu avant-hier, c'était noté que la France avait autorisé l'abattage de 74 loups. Ben voilà, on va les mettre dans la nature et après on fera des descentes de lit avec. Hein? Non, mais non. Alors, il n'est pas question de les mettre dans la nature. Il n'y a pas de place pour eux. Vous savez,
nous travaillons avec des amis qui sont en Afrique et qui protègent des chimpanzés. Quand on voit la catastrophe qui se passe pour les grands singes sur l'Afrique, eh bien, c'est intolérable. Alors, c'est pas la peine de dire on va élever des animaux pour les mettre dehors. Il vaut mieux les tuer tout de suite. Regardez ça. La plus petite antilope du monde. Regardez. Voilà, c'est une jolie fille. Elle va recevoir une copine et un copain. Et elle vient d'arriver. Oui, elle est arrivée il y a quelques semaines, donc elle est un peu toute timide, mais voilà, ça se passe bien. Donc elle se promène, elle a sa maison pour la nuit, etc. Voilà, ça c'est la maman de Gypsy. Donc elle est grand-mère, celle-ci. Hein. Et puis là-bas, c'est Pamela, donc c'est le plus vieil animal que nous avons au parc. Et bon, ces gorilles sont arrivés en 78, et Tam Tam nous tourne le dos, il va se montrer. Tam Tam, viens mon bébé. Donc lui, il est père de 7 bébés. Gypsy a fait 5 petits, et Digi n'en a fait que 2, qu'elle n'a pas élevés. Donc elle nous les a mis dans les bras. Ça, cette présentation, ça a été ce qui a été aussi le début de l'essor du parc avec l'aventure de Platon, Oui, où vous avez été identifié pendant plusieurs années à cette passion pour les gorilles. C'est fascinant. Et puis peu à peu, les familles se sont constituées, il y a eu des naissances. Ça a été une aventure formidable. Ah oui. Quoi que ce soit, c'est vrai, dès qu'on a eu des gorilles, quand j'ai su qu'on allait avoir ces femelles gorilles du Cameroun, eh bien, nous avons construit ce bâtiment. Et c'était à l'époque le plus grand bâtiment du gorille de France. Et nous étions très très heureux d'avoir réussi cela. Ce bâtiment, nous l'avons construit avec mon frère et mon père, qui avait déjà bien un bon âge et qui était à la retraite. Je lui avais appris à conduire la grue et quand on coulait du béton, eh bien, il menait la grue pour couler le béton. Mais ce bâtiment, nous l'avons construit à 2. Magnifique. On a fait le terrassement, on a fait l'enrochement, on a fait toute la maçonnerie, la couverture, on a tout fait. On n'avait pas les moyens de faire autrement. Alors, on est dans un endroit que vous avez conçu, que vous aimez beaucoup et qui est très, très étonnant pour les visiteurs. C'est tout à fait différent des présentations traditionnelles. Oui, mais bon, vous savez, on a quand même un bon nombre d'espèces de primates et il fallait les garder. Alors, il n'y avait pas de place pour les mettre ailleurs, quoi que ce soit. Et nous avions voulu supprimer les premières volières qui ne nous plaisaient pas du tout. Et donc, nous avons imaginé cette installation pour que les animaux puissent être présents aussi au public toute l'année. Parce que c'est bien, les visiteurs qui viennent au mois de janvier, s'il fait mauvais, s'ils ne voient personne, ils ne vont pas être contents et ils ne reviennent pas. Tout le monde est à l'intérieur, bien sûr. Tandis que là, bon, ben voilà, et les animaux ont des tunnels, ils peuvent aller dehors. S'il fait froid, les animalières vont leur interdire d'aller dehors. Mais finalement, on n'est plus dans une période où des régions très très froides, et donc ça va. Et là, voilà, on a tous ces bâtiments qui sont chauffés, qu'on essaie de tenir dans de bonnes conditions. Et on a imaginé que toutes nos volières soient réunies par des tunnels. Ce qui fait que, par exemple, les singes qui sont là aujourd'hui, demain peuvent être dans l'autre installation. Donc il y a des choses nouvelles, il y a des odeurs nouvelles, etc. Et cela fait une occupation pour les animaux. Il faut les distraire. Et c'est vrai que quand le visiteur se promène, traverse là, il les croise, on les voit de près, ils se promènent, puis on lève la tête et hop, il y en a qui se promènent au-dessus de nous. C'est assez magique. On a favorisé les vitres entre le public et les animaux pour plusieurs raisons. 1, ça permet de voir les animaux de près. 2, quand on fait une photo, on n'a pas les satanés barreaux qui sont entre l'animal et l'appareil photo. Et voilà, donc essayer de rendre les choses agréables et en même temps sécuriser tout ça parce que, vous savez, parfois les visiteurs veulent absolument donner à manger aux animaux et donc c'est pas recommandé, c'est pas souhaitable parce que les animaux ne peuvent pas être nourris par n'importe qui avec n'importe quoi. Donc il faut faire attention que ces visiteurs ne leur donnent pas l'occasion de nourrir les animaux, donc de les déranger. Voilà, donc il faut essayer de faire que tout cela, que ce soit visible dans des conditions acceptables tout au long de l'année et permettre à ces animaux de mener leur vie, j'allais dire, sans être dérangés parce qu'il y a des gosses. Vous savez, il y a des jours, on peut avoir 2000 personnes. Alors, vous imaginez le vacarme qui fait et tout. Bon, ben, les animaux vont dehors et puis voilà, donc ils ne sont pas au contact. Ils s'adaptent. Voilà, c'est eux qui... Il faut. Par l'association Tonga, parce que beaucoup de touristes ont ramené de Marrakech des petits magots. Seulement, le petit magot grandit et c'est un animal très, très puissant, très dangereux. Si quiconque rentrerait là dans cette volière ne ressortira pas vivant.
Il ne faut pas rêver. Donc voilà, ce sont des singes que nous avons recueillis. Mais alors ça a été la grande mode il y a 15 ans, le nombre de magots qu'il y avait en France. Et nous en avons recueilli, je ne sais plus, 130 ou 140. Hein. Donc nous en avons certains qui sont partis dans d'autres parcs, mais nous en avons dans 6 installations et nous en avons 4 groupes sur Tonga. Quelques mots, Pierre, de Tonga, justement. Tonga a été créé parce que j'en avais assez d'avoir des autorités qui m'appelaient pour me dire « Bon, dites-moi, on va saisir un petit magot qu'on ne peut pas, qu'on ne sait que faire. Et donc, ce petit magot, il faudrait trouver, est-ce que vous pouvez nous le prendre parce que on va le saisir, on ne sait plus qu'en faire. » Alors, comme tout le monde, j'ai refusé parce que si aujourd'hui vous m'amenez un magot et que je le mets dans cette cage, dans 5 minutes, il est mort. Parce qu'il va rentrer dans une cage qui est déjà occupée par des magots. Donc, pendant très longtemps, j'ai refusé, comme tous les zoos, de prendre des animaux qu'on nous proposait. Et puis un jour, je me suis fait, entre guillemets, piéger un peu, parce que les autorités de la Drôme m'appellent pour me dire on vient de saisir un animal, est-ce que vous le voulez ? Oui, c'est un canari ou c'est un éléphant. Non, c'est un hippopotame. Ah ben, je dis non, mais j'ai pas de place, je peux pas. Je dis mais écoutez, ils me disent cet hippopotame, on a trouvé à le placer, mais on peut le placer dans 3 semaines. Est-ce que vous pouvez nous le prendre pendant 3 semaines ? Et rapidement au téléphone, je me suis dit, il sera aussi bien chez nous que sur les places publiques. Donc je dis, vous l'amenez. Bon, l'histoire de 3 semaines, ça a fait plof. Et au bout de 3 semaines, vous pouvez le garder encore, on ne peut pas le placer là où on devait le placer. Finalement, nous l'avons gardé 3 mois. Et pendant ce temps-là, nous nous sommes rapprochés de la fondation de Brigitte Bardot. Et la fondation de Brigitte Bardot a payé un transfert de cet hippopotame à Saint-Martin, l'Afrique du Sud. D'ailleurs, il va très bien. On a reçu des photos il n'y a pas longtemps. Il va très, très bien. Et c'est comme ça que Tonga a été créé. Et c'est donc en voyant les photos de cet animal qui était dans ce satané remorque, de le voir comme ça dans la nature, pratiquement, là, on s'est dit, c'est un bon truc. Et je me souviens, un animalier m'avait dit, s'il est là-bas, c'est grâce à nous. J'ai dit, oui, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre boulot. J'ai dit, vous savez, très souvent, on me propose des animaux que je ne peux pas prendre, mais si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, on crée une assoce pour recueillir des animaux. Et il y en a un qui m'a dit, pas chiche. Il est idiot, lui. Et c'est combien d'animaux sauvés depuis la création de Tonga ? 750, je crois. Alors, il y a énormément de fauves, de singes, mais il y a aussi des serpents, des tortues, des perroquets. En ce moment, c'est la mode des servales. Hein, les gens, des petits félins, là, c'est la mode des servales et nous sommes sollicités très souvent. Hier, nous sommes allés chercher un serval à Lille. Un de mes collaborateurs est monté le chercher, il est arrivé hier au soir avec. Mais cette semaine, nous avons dû recueillir, entre les oiseaux, les serpents, les tortues, une bonne dizaine d'animaux. Hein. Mais un jour, on nous a amené 10 tigres d'un coup. Hein. Et là, la grande question aujourd'hui, c'est que les autorités viennent de prendre des décisions, une sage décision, d'interdire les animaux exotiques dans les établissements itinérants. Mais c'est une bonne décision, mais de l'autre côté, il faut créer des structures d'accueil. Eh bien, nous sommes, j'allais dire, en première ligne grâce à Tonga, et nous sommes en relation maintenant avec le ministère de l'Environnement. D'ailleurs, on doit avoir une visioconférence mercredi pour voir quelles sont les solutions. Alors, nous pouvons recueillir d'autres animaux à condition de faire d'autres installations. Et le gouvernement est prêt à nous donner la main. Mais ce qui m'agace un peu, aujourd'hui, par exemple, nous avons 20 lions ou tigres. On a des lions qui sont partis en Afrique encore. Mais nous savons les gérer. Mais si on en a 100, est-ce qu'on saura les gérer correctement ? Et puis faire tout un tas d'installations pour accueillir des animaux sur un laps de temps très court, mais ces animaux seront morts dans 10 ans. Et si les cirques n'ont plus d'animaux et ne font plus de reproduction, on ne devrait plus nous solliciter sans arrêt. Alors moi, je suis un peu agacé en disant faire un investissement et puis après avoir des installations vides. Donc je suis en train de travailler un peu avec des confrères en disant, mais si 10 parcs zoologiques faisaient chacun une installation de 10 places, on en placerait 100, et ces installations serviraient toujours
pour un animal malade, un vieux lion, un vieux tigre, etc. Donc on est en train de travailler là-dessus et bon, nous avons un bon appui maintenant avec le ministère et nous travaillons là-dessus parce qu'il faut absolument répondre favorablement à cette demande qui a été faite par Barbara Pompili, la ministre de l'Environnement. Alors, dernière question à propos de ce travail magnifique que vous faites. On avait été avec Jean-Marc, on avait eu l'occasion de voir 4 petits lions que vous aviez recueillis et vous nous aviez dit, je crois que ceux-là, ils vont repartir dans un grand espace protégé, pas dans la nature, ils ne partent jamais dans la nature, et ils sont partis. C'est des images bouleversantes. Alors, on a tous la larme. Ils sont partis tous les 4. On a reçu cette semaine des photos. 200 kilos. Il faut aller voir sur le site de Tonga. Vous avez des images qui viennent d'être mises et il va y en avoir d'autres qui vont être mises la semaine prochaine. Et dans quelques jours, à la fin du mois de juillet, vous allez avoir la vidéo qui a été faite pour les 50 ans du parc, qui retrace 50 ans de... Alors celle-là, j'aime autant vous dire que on la partagera et il y aura des millions de vues certainement. Là, nous avons un groupe qui est composé que de mâles. Parce que il y avait un surnombre de mâles. Nous avons dit, nous avons des volières, nous pouvons prendre des primates. On nous a dit, si vous voulez, vous prenez ce groupe de colobes, ça libérera des installations dans des parcs qui font de la reproduction et qui sont embêtés parce qu'il y a trop de mâles et il y a des conflits. Donc nous avons pris des mâles. Et si demain un parc zoologique perd un mâle, eh bien on peut tout de suite lui en mettre un. Enfin, le coordinateur de l'EP va lui en mettre un. Mais si nous insistons en disant, bon, ben c'est gentil vos mâles, mais... sur les 6, si vous en preniez 5 et que vous mettiez 2 femelles à la place, eh bien, si l'occasion se présente, ça peut se passer comme ça. Donc voilà comment sont gérés les animaux au niveau de l'Europe pour permettre une bonne gestion de ces populations. Parce que ce qu'il y a de sûr, au fil du temps, votre souci de protection des animaux, bien sûr, mais plus largement de protection de la biodiversité et puis de respect de l'environnement, vous êtes vraiment un vrai modèle ici. On prend des leçons quand on vient chez vous. Oui, mais tous les zoos aujourd'hui sont obligés de prendre cette démarche. Sinon, ils ne pourraient adhérer à rien du tout. Ils n'auraient pas d'animaux qui leur seraient confiés. Et en plus de ça, si un jour, on nous met des femelles colobes, puisque nous sommes devant eux, eh bien, nous saurons que ces femelles n'ont aucun lien de parenté avec le mâle. Et il faut faire attention de ne pas faire de la consanguinité. Bon, par exemple, nous avons... recueilli des tigres d'un cirque, là, pour Tonga. Alors, malheureusement, ces tigres sont croisés, sont reproduits entre frères et sœurs depuis des générations. Ils sont complètement abattardis. Un tigre, ça doit faire 200 kilos. Il y en a qui font 100 kilos. Il y en a qui sont plus du tout tachetés, qui sont tout blancs. Qu'est-ce que Ce qu'il y a aussi, c'est que la démarche pédagogique est très importante. Beaucoup d'enfants viennent. Il y a aussi soigneurs d'un jour, plein d'opérations qui permettent à tout le monde qui le souhaite. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai fait des animations au départ dans le parc et tout, mais c'était pas idéal. Alors qu'aujourd'hui nous avons 4 pédagogues qui font des animations matin et soir. Donc, ils reçoivent des groupes ou des particuliers, des petits groupes d'enfants avec les parents, tout. Donc ça, voilà, là, au niveau pédagogie, ça marche très, très fort. On a des gens qui maîtrisent bien tout ça. Puis encore une fois, chacun son boulot. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire du terrassement, faire de la maçonnerie, vous occuper d'animaux, préparer de la nourriture, aller chercher la nourriture, et puis en même temps s'arrêter vite fait parce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser. Il faut être professionnel dans ce que l'on fait aujourd'hui. Sinon, vous savez, il y a 2-3 zoos qui aujourd'hui sont à la traîne en France. Ils ne vivront pas longtemps parce qu'ils n'ont pas su s'adapter et ils ne font pas un travail sérieux envers les animaux. Vous savez, nous pouvons toujours avoir des gens qui sont contre ce que l'on fait. Ils ont tout à fait le droit. Mais ce qu'ils n'ont pas le droit, c'est des âneries. Mais si vous faites vous-même des âneries, eh bien, on va toujours vous accuser de choses qui ne sont pas normales. Et donc, vous ne pouvez rien faire contre cela. Donc, il faut essayer de faire un peu sérieusement. Alors, les travaux, vous les avez faits, on a l'impression, en montant progressivement, en transformant, en changeant. Je disais tout à l'heure, si je m'étais arrêté à 60 ans, je n'aurais pas construit. Il n'y aurait rien ici. De vieilles cages. Non, mais peut-être que mes collaborateurs auraient fait des choses intéressantes aussi. Mais
Moi, je suis heureux d'avoir participé à cette construction. Ces installations, c'est moi qui les ai pensées, qui les ai voulues. Par exemple, la volière des oiseaux qu'on vient de traverser, ça, c'est notre vétérinaire qui me disait, bon, Pierre, c'est gentil, tous ces singes et tout, mais il faudrait qu'on mette d'autres espèces. Je dis, oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi, je vois bien des oiseaux faire une installation où les gens rentreraient dedans. Je dis, ça me paraît une bonne idée, et nous avons réalisé cela. Voilà, mais il faut que chacun y amène sa contribution. Regardez, ça c'est un des derniers nés qu'on a. Regardez une maman avec ses bébés là. Mais vous savez, nous avons beaucoup d'animaux que nous empêchons de se reproduire. Beaucoup de singes, les félins, nous ne faisons reproduire aucun parce qu'il y en a trop, on ne sait plus qu'en faire. Des petits voyous, ça. C'est des petits voyous. Oui, t'es un petit voyou, parfaitement. Parfaitement, t'es un petit voyou. Hein? Et ton père, il est où? Qu'est-ce que ça fait de ton père? Oui. Allez, il joue bien, mon bonhomme. Vous avez un couple de servales, ce sont des animaux, la femelle vient d'un parc zoologique, le mâle il a été recueilli. Et actuellement, il y a une grosse mode de gens qui ont des servales. Alors ils disent que ce n'est pas des servales pures, que ce sont des servales croisées avec des chats. Mais nous en recueillons 2 par semaine pour l'instant. Nous sommes à plus de 10 recueillis. Et ça, c'est un vrai business. Le gars qui fait de la reproduction à tout va, ils arrivent à vendre ces servales 4 000 €. Donc, il n'y a pas besoin de bosser. Hein, quand vous avez une femelle qui vous fait 3 ou 4 petits par an. Voilà. Ce matin encore, on m'a montré sur Internet, parce que les gens sont tellement cons, expliquez-moi, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont une bestiole qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. La première chose qu'ils font, ils le filment et ils mettent sur leur compte vidéo. Non, c'est n'importe quoi. Alors c'est une vraie catastrophe et là, nous travaillons actuellement à essayer de régler ce problème parce que ça va faire des catastrophes. Un animal comme ça qui aura quelqu'un qui ne lui plaît pas, il va lui tailler un costume, ça va être chouette. Hein. Alors cette histoire de la dame qui vous dit qu'elle avait vu un lion en forêt. Mais oui, mais les gens alors, vous savez, par exemple, pourquoi on recueille autant d'animaux, je vous ai dit cette semaine? On est à la veille des vacances. Et alors un jour, une dame me téléphone en me disant, j'ai trouvé un petit lion, je me promenais dans la nature et... on a trouvé un petit lion en forêt qui s'est mis à jouer avec mon chien et il a suivi le chien, il est revenu à la maison. Oh, ben, on me le fait souvent, cette histoire-là. Bon, voilà, donc je ne peux pas le garder, évidemment. Ben, j'ai dit évidemment. Elle l'a acheté et puis elle ne sait plus qu'en foutre aujourd'hui. Bon, ben, nous l'avons recueilli. Mais un jour, sur Paris, il y avait un tigre. Nous savions que des gens faisaient des selfies dans les rues à Paris et des gens m'avaient téléphoné. Et j'ai dit, bon, mais il faut qu'on arrive à le retrouver. Et puis finalement, un jour, une dame m'appelait en me disant, je me promenais l'autre jour dans une rue, j'ai vu un carton qui bougeait, je suis allé voir dans ce carton, il y avait un petit tigre. Ah ben c'est bon. J'ai dit, bon, c'est bien, ce petit tigre, on l'a enfin retrouvé. Il me dit, pourquoi vous le connaissez? J'ai dit, oui, bien sûr. Et ce tigre, vous n'avez pas le droit de le garder. Alors, il nous a fait tout un pataquès, elle voulait le garder, etc. Mais comme évidemment, sur le téléphone, j'avais son numéro qui était affiché, j'ai eu vite fait d'avertir les autorités. Et puis, le tigre a été récupéré et puis on l'a ramené ici à Saint-Martin. Les gens vont me dire à moi, qui fais ce métier depuis 50 ans, j'ai trouvé un tigre dans un carton dans une rue à Paris. Ça veut dire qu'il y a un marché parallèle d'animaux qu'on n'a pas le droit d'avoir chez soi, quoi. C'est le fléau, c'est un fléau. Mais évidemment. Là, on a recueilli un petit tigre d'une personne qui est trop connue en France, donc je ne dirai pas son nom, mais on lui proposait ce petit tigre à 8 000 €. Finalement, il l'a négocié, paraît-il, à 4 000. J'en ai un affiche. Bon, on a recueilli ce tigre, on l'a fait grandir, il est très beau, et on vient de le placer dans un zoo, et il a accouplé la femelle et ils ont des bébés. Voilà, c'est bien comme ça. C'est une belle histoire. Boulot, chacun notre boulot. Mais il ne faut pas raconter des bêtises. Et là, on sait très bien que pour les vacances, il y a plein de gens qui vont devoir se séparer de l'animal soi-disant apprivoisé, qui n'ont pas envie d'emmener en vacances pour des raisons diverses. Là, il y a le mâle lion qui a suivi le chien de la dame. C'est pas possible. Ouais, il est là-dedans. Et les 2 autres ont été soi-disant, il y a un couple, ont été soi-disant abandonnés vers
une espèce de refuge et on nous les a confiés. Mais c'est des gens qui ont fait du business et puis voilà. Donc voilà, mais ils s'entendent bien tous les trois. Je ne sais plus lequel c'est qui aimait les chiens de la dame, mais voilà. Peut-être que si elle l'avait gardé, il aurait déjà bouffé le chien et la bonne femme. Et donc des lions que vous avez recueillis et que maintenant vous présentez au public et qui sont heureux. Je ne sais pas s'ils sont heureux, mais je ne sais pas si les animaux sont heureux ou malheureux dans la nature. Quand il m'arrive de regarder des reportages dans la nature, je suis parfois très triste quand je vois que ces animaux, par exemple, n'ont accès à l'eau que tous les 2 jours, ne peuvent pas chasser, ou alors évidemment pour chasser, ils vont tuer d'autres animaux. Alors bon, moi je veux bien, c'est la nature et tout, mais si on disait aux humains... vivez dans les mêmes conditions qu'eux. Alors, tous les gens pensent que mettre des animaux dans la nature, c'est les mettre sur le paradis. Et quand on me dit ça, j'ai dit, écoutez, choisissez un animal que vous aimez. Prenez un primate, vous ressemblerez plus à un primate qu'à un lion. Et puis partez dans la nature, mais pas avec le camping-car, avec le congélateur et tout le bazar. Vous partez dans la nature et vous vivez comme vit un singe dans la nature. Vous débrouillez à manger ce qu'il y a. Si vous avez la colique, tâchez de trouver une plante qui va vous soigner, mais ne prenez pas de l'aspirine, n'emmenez rien. Vous débrouillez dans la nature. Et vous allez y passer 15 jours, et puis quand vous rentrerez, si vous êtes encore en forme, vous venez passer 15 jours comme un primate dans le zoo. Et vous me direz à la fin du mois ce que vous avez préféré. C'est le club méditerranéen. Voilà, maintenant, vous me direz ce que vous avez préféré. Bon, j'espère que si vous avez pris une bonne colique, vous aurez pu la garder, la soigner avant de venir. Ces tigres sont nés en Ukraine, ils ont été transférés en Arabie Saoudite. Et en réalité, ils sont arrivés à l'aéroport de Beyrouth. Et grâce à des gens que nous connaissons là-bas, des Français, ils ont été bloqués à l'aéroport de Beyrouth. Mais ils étaient tous les 3 dans une caisse. Personne ne voulait ouvrir la caisse. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc c'est notre vétérinaire, Jean-Christophe, qui est parti tout de suite à Beyrouth et qui est allé les sortir. Ils avaient été nourris et abreuvés à travers les grilles, à travers la grille, leur cage. Et puis voilà, donc ces gens les ont gardés dans une installation pendant 6 mois à Beyrouth. Ça nous a permis de faire les papiers d'import et nous avons pu les ramener ici à Saint-Martin. Pierre, on a vraiment de la chance parce que normalement vous ne devriez plus être avec nous, mais vous ne résistez pas à raconter la merveilleuse histoire de cette jeune fille là-haut que nous avons connue il y a quelques années. Je me souviens, dans la boutique, elle avait des couches-culottes et le cavalait partout. C'était déjà votre petite. Oui, bon, cette petite chimpanzé est née ici à Saint-Martin alors qu'elle n'était pas prévue. C'était une jeune femelle qui l'a mis au monde et qui l'a posée par terre le matin. Alors, on a essayé de la faire prendre par la mère, elle n'a pas voulu, une autre femelle lui l'a volée. Alors c'était soit on la laissait, elle mourrait, soit on s'engageait pour 10 ans. Devinez ce qu'on a fait. Non, la réponse est évidente et le résultat est là-haut. Alors, c'est chez vous, là? Oui, et c'est là, c'est chez Digit. D'abord chez Digit. Alors, on voit la passerelle qui lui permet de rentrer tous les soirs à la maison. Et puis, bon, nous, c'est là où nous dormons avec Digit. Mais bon, on a plusieurs heures par jour cette petite chimpanzé près de nous, qui est absolument un animal merveilleux, qui comprend énormément de choses, Vous me disiez, il fait trop chaud, ferme la fenêtre. Oui, le jour, j'étais à la pièce, j'ai dit, mais il fait froid, tu devrais fermer la fenêtre. Elle s'est levée, elle a fermé la fenêtre. Vous lui dites d'aller fermer le robinet, elle ferme le robinet. Prendre quelque chose. Regarde, il y a un visiteur emmerdant, jette-lui une tomate. Si elle a une tomate, elle va l'acheter. Non, mais elle est absolument adorable. Alors, c'est merveilleux, un chimpanzé. Elle a un bon petit repas, là, avec des douceurs. Elle aime bien les bonnes choses. Elle mange 4-5 fois par jour. Eliane s'en occupe, ses repas. Moi, je vais avec elle dans la cage en début d'après-midi pour faire des câlins et puis lui donner à manger. Et puis là, donc, elle va rester près d'Eliane. On aperçoit Eliane. Voilà, jusqu'à 8h. Et ce soir à 8h, j'irai m'occuper de Gypsy, de Thaïs, pardon. Et Eliane va aller préparer son petit repas encore pour le soir et puis pour nous. Et puis après, elle va se coucher. Et nous pouvons enfin manger, faire entrer Digit près de nous. Et voilà, jusqu'à demain matin, 7h, elle va dormir. Voilà. Donc vous avez 2 enfants? On a 2 enfants, oui. Alors, une qui est déjà grande. Hein. Oui, mais... Combien de kilos d'ailleurs Digit maintenant? Une bonne centaine. Une bonne centaine. Non, c'est pareil, ils sont toujours en train de réclamer. On n'a pas le courage de leur refuser. Bien sûr. Regardez, on est condamné.
Alors, elle balance de temps en temps par la fenêtre. Oui, Oui, elle aime bien. oui. Si jamais, il y a le matin, quand on l'a avec nous à la fenêtre, et il arrive les gars qui font de la pédagogie, ils ont un bureau là-dessous. Si jamais elle reste là-dessous à discuter, ça n'est pas étonnant qu'ils ramassent un morceau de sopalin. Elle a même balancé une chaise. Alors bon. Ah, écoutez, on va aller les voir. Regardez. Regarde, Jean-Marc, viens avec nous. Regarde. Oh là là. La petite puce, là. Elle est adorable. Non, mais c'est bien. Je veux dire, c'est merveilleux parce qu'il y a tellement d'animaux qu'on empêche la reproduction parce qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est vrai que les grands singes, encore que les chimpanzés, il faut qu'on limite. Mais les gorilles, ça se reproduit tellement lentement que voilà. Hein, mon bébé? Isia, ça va, ma petite puce? Elle est adorable parce qu'elle vient manger à la cuillère. Voilà. Et alors, depuis avant-hier, pour la première fois, on l'a vu jouer avec Digit. Alors, c'est bien, c'est un bon présage pour l'avenir, pour que Digit ait une vie un peu plus sociale avec des grands singes et oublier un peu les humains. Enfin, nous faisons tout ce qu'on peut pour qu'elle vive avec les autres. Nous ne serons pas toujours là. Hein. Elle a 23 ans maintenant et il y a encore des années pour elle. Sa maman est toujours là et sa maman a 45 ans. Alors, c'est vrai que ces grands singes, ils vivent en famille. Oui. Ils sont extrêmement organisés. D'ailleurs, le parc est très pédagogique de ce côté-là. Vous expliquez comment les familles se structurent. Mais écoutez, ça dépend des individus que l'on a. Quand vous avez des animaux qui s'entendent bien, il n'y a aucun problème de les faire vivre ensemble. Mais par exemple, Digit nous est tellement attachés qu'elle ne veut pas accepter de vivre avec le mâle. Le mâle, le papa du bébé, il est à l'intérieur, là, mais elle ne veut pas le supporter. Alors, ce qu'on espère, c'est que maintenant, en vivant avec sa demi-sœur et le bébé, nous espérons que toutes trois formeront un beau groupe et que nous pourrons mettre le mâle sans que le mâle ait trop d'agressivité envers Digit. Mais bon, c'est merveilleux d'élever un animal artificiellement, manuellement, comme ça, mais on lui prive quand même d'une vie sociale. Et ça, c'est dommage. Voilà, bah, Il écoutez, n'y a pas le choix. écoutez, C'est quoi, elle est en train de faire des bêtises? quelles images magnifiques pour terminer cette visite dans la fraîcheur du soir qui tombe. Voilà, non. Quelques bruits, c'est le paradis là quand même le Oh, soir. je ne sais pas si c'est le paradis. Ça y ressemble. On essaie de faire le maximum pour que les animaux soient bien. Ben, encore une fois, nous avons nos réactions d'humains. Nous pouvons évidemment nous tromper aussi. Hein. Il ne faut pas rêver. Mais bon, quand on voit la longévité des animaux en parc zoologique, on se dit quand même, hein, c'est bien qu'ils sont bien adaptés à cette vie. Et quand on sait malheureusement tout ce qui se passe pour eux en Afrique, c'est terrible. On a des choses, on vit des choses absolument incroyables. Alors, on aide un Français qui est là-bas au Katanga, là-bas, mais c'est horrible. On détruit la forêt, les animaux. Vers chez lui, il y a un restaurant qui servait des chimpanzés, 35 € le chimpanzé grillé. Ouais. Alors, nous, on va se quitter avec cette image bucolique, cette image charmante, paisible. Voilà, je vais aller près d'elle, je vais leur rentrer les nourritures, elle va venir pour dormir à l'intérieur avec sa fille. Hein, voilà. Et après, Digit rentrera près de nous. Voilà. Merci Bon, Pierre. on finira qu'à 9h. Merci Pierre. Merci de votre visite. Merci à Jean-Marc, c'était trop sympa.